Je voudrais vraiment remercier Léo Dayan d'être venu aujourd'hui en tant qu'expert international sur la durabilité. Il va nous expliquer ce concept. Dire tout ce qui est Léo Dayan prendra beaucoup de temps et en accord avec lui-même, on va essayer de résumer tout ce qu'il fait. Mais sachez qu'il est professeur d'économie à la Sorbonne, directeur académique à Erasmus Mundus, master lié à la durabilité, et aussi directeur scientifique de l'APRIS, qui est un laboratoire mondial de recherche sur tout ce qui est développement durable. Donc Léo est venu pour nous parler d'un concept, nous, beaucoup ici sont informaticiens, qu'on va vite comprendre, qui est la durabilité 3.0. Donc il a de l'avance sur nous. Je lui laisse la parole pour nous expliquer ce nouveau concept. Merci. Bien, bonjour. Bamjia. Salam alaikum. C'est international. La durabilité n'a de sens que mondial. Alors, avant de vous présenter quelques idées qui me semblent intéressantes, j'aimerais donc d'abord vous remercier et remercier INEOB de m'avoir invité. Et j'espère que je serai à la hauteur de la confiance qui m'a été accordée et que vous m'avez accordée par votre présence. La question que je me pose, c'est de savoir comment préserver le bien collectif mondial et répondre aux besoins humains. Bien. La question déjà contient ces réponses. On admet un bien collectif mondial. Cela veut dire que nos identités sont déjà plurielles. Nous sommes citoyens d'un territoire, on peut être corrézien, on peut être français, on est aussi citoyen de la planète. Bref, nous dire qu'il y a un bien collectif mondial, c'est déjà décloisonner nos identités. Et cela a une très grande importance. Dire que nous avons à répondre aux besoins humains, il s'agit de dire de quel besoin il s'agit, et par là même, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on entend par bien collectif mondial. Dès lors qu'il y a bien collectif mondial, non seulement il y a décloisonnement des identités, mais il y a aussi globalisation des développements. Et quand on parle de globalisation des développements, cela signifie que nous devons introduire des termes comme synchronie, comme coopération, comme coordination. Ce sont des termes qui ne sont pas très bien connus par les rationalités économiques dominantes, qui sont celles de l'État, qui sont celles du marché. Les rationalités du marché reposent sur la rivalité. Les rationalités de l'État reposent sur la hiérarchie. Et ces rationalités semblent ne pas avoir réussi à faire face aux problèmes dont on a pris conscience il y a une quarantaine, une cinquantaine d'années. Il y a un bien collectif mondial. Ce bien collectif mondial, ce n'est pas simplement l'air, l'eau, le soleil. C'est aussi les droits humains, c'est aussi la connaissance, l'intelligence, l'information. Et nous devons porter attention, et une très grande attention, à ce bien. La réponse, on la connaît. Il nous faut évidemment accroître nos performances économiques et réduire les inégalités. On doit maximiser un objectif qui pourrait être, ou pourrait construire un projet collectif, un projet holistique et interculturel, donc commun, puisqu'il y a un bien mondial. Sous contrainte, sans accroître les flux et les stocks de matière, d'énergie et de déchets. Parler de réduire les flux et les stocks de matière, de déchets, d'énergie,
c'est donc chercher à adapter ses besoins aux capacités de la nature, mais par là même, en cherchant à s'imposer une contrainte, on découvre que cette contrainte n'est pas du tout une charge. Elle peut être un plaisir de vivre, un plus grand plaisir de vivre ensemble. Dès lors que l'on découvre que le problème qui devient commun à tous, c'est de savoir comment faire plus avec moins. Et forcément, comment faire mieux. Et là, on découvre que les intelligences peuvent se réveiller, peuvent se faire entendre, et ces intelligences doivent coopérer entre elles. Et coopérer, c'est un plaisir. C'est d'autant plus un plaisir que, en règle générale, vous le savez, lorsqu'on parle de préservation de la nature, de l'environnement, on entend souvent des discours catastrophiques qui paralysent la conscience. Ces discours paralysent la conscience, elles retirent aux individus la possibilité de réfléchir. Or, on ne peut pas mobiliser l'ensemble des individus d'une planète ou les individus qui se reconnaissent dans une identité territoriale uniquement sur le risque ou sur la peur. Il faut pouvoir mettre en valeur et en avant une part de séduction, un imaginaire positif. Cet imaginaire positif et cette part de séduction accompagnent le projet de durabilité. Et ce projet de durabilité suppose aussi une éthique, car il s'agit d'accroître les performances économiques et réduire les inégalités pour préserver le bien collectif mondial et répondre aux besoins humains. Quels besoins humains? Et là, il faut en discuter. Ce qui revient donc à dire que la condition de pertinence scientifique du développement durable, c'est l'éthique. Préciser que l'éthique ne prescrit pas, elle recommande. Et cette éthique est moins celle du marché et celle de l'État que de l'acteur civil, mais aussi des acteurs locaux. Parce que, au niveau d'un territoire, il y a des individus qui veulent préserver un territoire de vie, qui veulent porter attention à lui. Et porter attention à un territoire de vie, c'est aussi s'éloigner de certaines règles qui prévalent dans l'activité économique, certaines règles qui prévalent dans les rationalités de l'État. Alors, de quel plaisir d'être, de vivre et de faire s'agit-il? Rien à jeter. Parce que si nous devons réduire les flux et les stocks de matière, d'énergie et de déchets, il n'y a pas d'autre solution que de s'intéresser à la question de savoir quoi faire des déchets et comment, à partir des déchets, créer des valeurs nouvelles. Ce qui veut dire que notre objectif, c'est d'accroître les performances financières en les déconnectant de l'accroissement des flux et des stocks de matière, de déchets et d'énergie. En réduisant les prélèvements sur la nature, il nous reste les déchets. Et réduire les déchets qui sont jetés, c'est découvrir des génies tout simples. Il s'agit d'un artiste paraguayen que j'ai découvert à Asunción, qui fabrique un objet d'art avec des déchets. Je préfère utiliser le terme déchets, bien qu'il est très à la mode
parler de matières secondaires ou de sous-produits. Tout simplement parce qu'il faut vraiment voir les choses en face. Et voir les choses en face, c'est se demander, lorsque nous agissons pour produire quelque chose, on s'intéresse à ce que l'on va produire, on ne s'intéresse pas à ce qui va se passer après. C'est fait avec des métaux récupérés, avec une bougie de voiture, avec des vieilles montres. Ça peut paraître rien du tout. Ça peut être aussi un autre objet qui est travaillé à partir de déchets. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de génie. Imaginez que l'on industrialise leur intelligence et leur art. Alors on peut prendre des photos, par exemple, pour s'amuser. Il y a des technologies, des populations faites de pénurie. Ce sont des gens qui n'ont pas les moyens et qui, avec rien, font quelque chose. Si nous rentrons dans une période de pénurie, il ne faut pas hésiter à utiliser les structures mentales de ces populations qui vivent, qui savent comment on peut vivre avec rien. On peut aussi prendre un morceau de savon, se demander comment il est composé. Si on le demande au Sem-Terras au Brésil, dans lequel il y a des indigènes, on découvre qu'ils fabriquent du savon avec des tripes de poule et avec de la farine de bocaiúva. La bocaiúva, c'est une sorte de coco. Ils savent très bien utiliser cette bocaiúva puisqu'elle se trouve tout en haut d'un palmier. Les oiseaux arara aiment beaucoup cette bocaiúva et ils ne vont jamais cueillir ces cocos avant qu'elles ne tombent sur le sol. Ils les ramassent au moment où ils tombent sur le sol, produisent de la farine, les mélangent avec des tripes et font du savon. On peut aussi écouter ce que va nous raconter les acteurs de Douala. Bien, je me suis trouvé à Douala sur un projet qui est financé par la communauté européenne et qui porte sur les structures artisanales de récupération des déchets. Et j'ai découvert des gens extraordinaires, des manières de faire extraordinaires. La Maison est en charge du projet. Il a souhaité lui montrer le symbole de la ville. Tu vois d'ailleurs ce monument-là, hein? Moi vraiment je l'adore. Je suis content que dans ma ville, le plus beau monument, le plus important soit celui-ci. Surtout qu'il est fait avec des matériaux recyclés. Tu te rends compte que finalement on est dans une ville où il y a un potentiel énorme d'artisans recycleurs. On a des gens qui sont capables de transformer les déchets en ressources. On a des gens qui sont capables de transformer les déchets en produits artistiques. Elle s'appelle comment cette statue? Elle s'appelle la Nouvelle Liberté. Que la récupération des déchets. Le déchet est le pétrole de l'Afrique. Il a toujours été le pétrole de l'Afrique. Depuis nos ancêtres. En fait, c'est le passage vers une économie de consommation qui nous a conduit, qui nous a induit en erreur.
Et là, maintenant, il est question de revenir dans nos pratiques ancestrales, de récupérer ces bonnes pratiques et de pouvoir mieux les valoriser, parce qu'avec ça, on est capable de transformer en richesse nos déchets. En fait, on a un dynamisme et un potentiel humain et même des savoir-faire locaux qui peuvent être bien capitalisés et qu'on peut transformer en des PME dans le domaine du recyclage artisanal des déchets. J'ai donc pensé vous montrer ce que j'ai découvert à Douala. Et pour moi, c'est un grand symbole. J'aurais pu choisir les townships d'Afrique du Sud. J'aurais pu choisir de vous montrer ce qui se passe dans les favelas. J'ai choisi l'Afrique parce que il y a une conception, comme vous l'avez vu, très artistique de la manière de vivre lorsque on est déshérité ou lorsque les moyens sont réduits. Il y a un art de vivre. Peut-être qu'on pourrait apprendre quelque chose de toutes ces populations de pénurie. Et j'aimerais, avant de continuer, parler aussi de la grand-mère polonaise qui, lorsque la Pologne se trouvait sous un régime d'austérité, se débrouillait pour faire des soupes à sa famille, sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants, avec les déchets des repas. Et cette grand-mère est extrêmement intelligente et c'est une grande designer, parce qu'elle doit aussi proposer des soupes qui ne donnent pas le sentiment que c'est toujours la même soupe. Elle change les couleurs des épices, des légumes, elle change les coupes des légumes, c'est extraordinaire. Ces populations, elles ont quelque chose à nous apprendre. Elles ont quelque chose à nous apprendre parce que si vous êtes une entreprise qui produit du papier en France, du papier à partir de déchets de papier, vous cherchez donc à vous adresser à une entreprise qui collecte les papiers. Et puis, cette entreprise s'aperçoit que l'offre de déchets de papier n'est pas très stable et que les prix varient. Et elle se demande pourquoi. Et cette entreprise s'aperçoit qu'une partie des déchets de papier partent ailleurs, partent en Chine. Or, l'imprimerie, qui a très grandement souffert dans les années 70, 80, 90, avait innové et s'était mis à produire du papier propre à partir des papiers recyclés. Il se trouve donc que les prix des papiers propres produits en France avec des déchets de papier deviennent beaucoup plus chers que les papiers propres produits avec déchets de papier en Chine. Parenthèse, si on doit craindre la Chine, ce n'est pas parce que ses coûts sont plus faibles, c'est parce que la Chine se prépare à développer les technologies de la récupération et de la refabrication des biens à partir des déchets. Car il n'y a pas que les papiers, déchets qui partent en Chine. Il y a aussi l'électronique, puisqu'une grande partie de l'électronique américain obsolète se retrouve en Chine. Alors, les papiers chinois propres avec des déchets de papier américains aussi ou français qui inondent le marché européen n'est pas durable. Et dire que ce n'est pas durable, c'est
se poser des questions sur la raison pour laquelle ces entreprises spécialisées dans la collecte des déchets disent faire du développement durable. Elles font des affaires. Ce n'est pas forcément durable. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'idée que l'entreprise doit faire des bénéfices. Non, non. Il s'agit de savoir comment faire pour mettre en œuvre la durabilité et gagner son argent en mettant en œuvre cette durabilité. Je peux donner aussi un autre exemple. Vous aimez le chocolat et moi aussi. Vous allez donc aller à Carrefour acheter une tablette de chocolat. Alors, vous avez le grand choix. Vous avez le chocolat bioéthique, 28 € le kilo. Vous avez le chocolat éthique, simplement, commerce équitable, 24 € le kilo. Et le chocolat normal, entre guillemets, ni bio, ni éthique, qui vaut à peu près 14 € le kilo. Bien. 28 € le kilo, quand on a les moyens, d'accord. Mais les jeunes aussi aiment le chocolat. Et je croyais que l'élément durable concernait les jeunes. Or, quel est le chocolat qu'ils vont pouvoir choisir si leurs moyens sont réduits? C'est le chocolat à 8 € le kilo, 14 € le kilo. Autrement dit, on parle d'un sujet qui les concerne, on cherche à protéger la vie future et on les empoisonne déjà. Comment peut-on être optimiste lorsque on a connaissance de ces faits? Comment peut-on être optimiste lorsqu'on s'aperçoit, et je reviens à ma première entreprise, leader européen du papier graphique à partir des déchets de papier, se met à réfléchir et veut innover et se dit, tiens, je vais faire la collecte directe des déchets de papier. Parce que le marché est instable, pourquoi je ne le fais pas moi-même? Toc, 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 collectivité locale, est-ce que je pourrais m'occuper de la collecte des papiers? J'en ai besoin pour produire du papier propre. Ah non, 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 non. Il y a une clause qui nous interdit de vous accorder l'autorisation de ramasser vous-même les papiers. C'est ce qu'on appelle le fameux modèle partenariat privé-public en France. Il y a des clauses qui imposent aux collectivités locales de ne céder leurs déchets qu'aux entreprises, les grandes entreprises, et elles ne peuvent pas ouvrir la porte aux innovateurs. Et c'est là où vous voyez que dès qu'on parle de durabilité, on est bien obligé de sortir des rationalités habituelles, car sinon on devient pessimiste, on se demande comment faire. Et je peux encore donner un autre exemple. Vous avez tous entendu parler de la taxe carbone, bien sûr. Heureusement qu'elle n'est pas passée, bien que des articles très nombreux, écrits par des économistes très fabuleux, laissaient entendre que c'était très bien. La taxe carbone, elle consistait en fait à quoi? Elle consistait à augmenter le prix des biens non durables, les biens polluants. Or, c'est pas cela qu'il s'agit de faire. Il s'agit de baisser les prix des biens non polluants. C'est encore erreur de stratégie. Car si le chocolat à 14 €, j'imagine, on met une taxe carbone après son bilan carbone, bon, ça va passer de 14 € à 16 €, disons. Mais le jeune qui va vouloir son chocolat, ah tiens, le rapport des prix relatifs, chocolat bioéthique et le chocolat normal, s'est modifié en faveur du chocolat bioéthique. Mais c'est toujours 24 ou 28 € entre le chocolat à 16 € et le chocolat à 24 ou 28 € le kilo. Le choix est simple. Je ne peux pas ne pas m'empoisonner. À partir de cette description des faits, on doit maintenant comprendre comment les éviter, quelles sont les solutions, sachant qu'en termes économiques, il ne s'agit pas d'accroître le prix des biens polluants, il s'agit
de faire décroître les prix des biens non polluants. Pour cela, il faut d'abord définir clairement quel est l'objet scientifique du développement durable. Pour ce faire, on va partir de ce que vous savez vous déjà. Il y a deux définitions toutes simples, on est tous d'accord. Bon. Il s'agit de satisfaire les besoins des générations présentes sans sacrifier celles des générations futures. Vous remarquez immédiatement qu'il s'agit de créer un lien entre le présent et le futur. D'autre part, on nous dit, et vous êtes d'accord, et je suis d'accord avec ceux qui le disent, qu'il s'agit de concilier l'économie, l'environnement et le social. Parenthèse, on oublie le culturel. Mais il ne s'agit pas de parler de ça pour l'instant. Dans concilier, il y a con et lier. Faire les liens. Faire les liens entre ce qui est séparé ou ce qui a été séparé. Donc l'objet scientifique du développement durable, il est simple. Le lien, le lier, le liant. Et donc, mon exposé consistera à parler du lien, du liant et du lié, à faire un exercice de liaison ou de mise en liaison entre les activités qui ont été dissociées ou auxquelles il faut porter attention à ce qu'elles ne s'écartent pas les unes des autres. C'était rigolo, c'était rien du tout. Là, ça devient sérieux. Certains d'entre vous, peut-être, connaissent la symbiose industrielle de Kalundborg, d'autres pas. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que des industriels sont capables de comprendre l'intelligence des populations de pénurie et qu'ils ont mis en œuvre. C'est donc une zone industrielle, on appelle ça un écoparc industriel, qui tourne autour de deux entreprises pivots qui ne sont pas du tout non polluantes. C'est une entreprise de production d'électricité à partir du charbon, une entreprise qui raffine du pétrole. Toutes ces entreprises échangent entre elles leurs déchets. Les déchets d'une entreprise passent par un certain nombre de canalisations et puis arrivent aux autres. Et les autres les utilisent comme ressources. Par exemple, les déchets de l'entreprise qui produit de l'électricité à partir du charbon deviennent des ressources pour une entreprise pharmaceutique. Les excédents de vapeur de la centrale électrique permettent de chauffer une pisciculture. Les déchets de la raffinerie permettent à une entreprise de produire de l'acide sulfurique. Quelle est l'intelligence qu'il y a là-dedans? Si ce n'est que réduire le coût des inputs. Les inputs se trouvent sur place. Pourquoi aller les chercher ailleurs? Quelle est encore cette intelligence? C'est non plus d'accroître la productivité du travail, concept qu'on apprend aux étudiants, ou que moi-même j'ai appris quand j'étais étudiant en économie. Il s'agit d'accroître la productivité des ressources naturelles. Produire plus de valeur avec les mêmes quantités de ressources. Seulement, si ça a été possible, sachez-le, parce que là on ne le raconte pas, ceux qui connaissent déjà cet exemple ne savent pas que ceux qui ont mis cela en place sont des amis. Et que la question qui les intéressait au départ, c'était de savoir comment on peut se faire des sous. Ça existe à peu près depuis une quarantaine d'années. Ça fonctionne très bien. Vous allez pouvoir, par la suite, me poser la question, mais pourquoi ça ne se généralise pas? J'ai encore un autre exemple. C'est une entreprise qui produit de la dalle de moquette. Ça s'appelle Interface, certains la connaissent, c'est une entreprise américaine. Son idée, c'est de produire ces moquettes avec des déchets de moquette. Chose fantastique,
c'est qu'elle va chercher les déchets aussi chez ses concurrents. Grande intelligence. On va écouter un de ses responsables. Même chose. Ça va arriver. Allez. Nous sommes en Hollande, au siège européen du leader mondial de la fabrication de dalles de moquette. Une industrie qui engendre beaucoup de déchets et qui crée un produit compliqué à traiter une fois jeté. Mais cette société les déchets et qui crée un produit compliqué à traiter une fois jeté. Mais cette société d'origine américaine n'a cessé depuis 15 ans de repousser les limites de la fabrication durable. Et ce, uniquement grâce à la volonté de... On va changer de technicien. Hein. Je rigole. Le recycler, voilà. Le refabriquer. En Hollande, au siège européen du leader mondial de la fabrication de dalles de moquette. Une industrie qui engendre beaucoup de déchets et qui crée un produit compliqué à traiter une fois jeté. Mais cette société d'origine américaine n'a cessé depuis 15 ans de repousser les limites de la fabrication durable. Et ce, uniquement grâce à la volonté de son fondateur. Ray était simplement en avance, et pas seulement aux États-Unis. Il a donné à notre business 10 ou 15 ans d'avance par rapport au reste du monde. Aujourd'hui, avec cette nouvelle machine à la technologie inspirée de l'aéronautique, la société élimine plusieurs centaines de tonnes de chutes de moquettes dans sa fabrication. Résultat, elle pollue moins et récupère de la matière en plus de sa production. Mais elle vient surtout de mettre au point une méthode inédite qui permet de recycler les fibres de nylon. Une révolution pour le secteur et pour la société, de quoi atteindre d'ici 2020 son objectif, devenir totalement respectueuse de l'environnement et ne plus rien avoir à jeter. Nous avons réduit nos émissions de carbone de 70% depuis 1995 et nous avons réduit nos déchets ultimes à hauteur de 60%. Je ne considère pas seulement cela comme du développement durable, mais plus comme de la très bonne gestion d'entreprise. Le pétrole est une ressource non renouvelable et qui, sur le long terme, deviendra de plus en plus chère. Moins nous dépendrons du pétrole, plus nous serons capables de recycler nos déchets et, le plus important, d'utiliser des matériaux renouvelables. Plus notre entreprise s'inscrira dans le développement durable et plus elle sera incontestable. Et ça, c'est tout simplement du sens commun. L'intelligence humaine permettra-t-elle de limiter notre empreinte écologique? Arriverons-nous à traiter nos déchets avant qu'ils nous empoisonnent? Deviendront-ils la solution au problème de rareté des ressources naturelles? L'avenir est entre les mains de la jeunesse. Donc voilà une entreprise qui est capable de mettre en boucle, son cycle de production. Ces inputs conduisent à des outputs qui resservent comme input. Par contre, dans Kalundborg, dans l'exemple précédent, il y a la mise en boucle d'un cycle de production. Alors, il y a 0 émission, mais les biens qui sont produits ne reviennent pas. Donc, ce n'est pas entièrement durable. Ici, c'est un exemple. L'exemple que je vous ai présenté tout à l'heure est un exemple type de ce qu'il faut faire et généraliser. Mais j'en parlerai après. Il y a encore un autre exemple. Alors là, moi, je le trouve extraordinaire, encore plus extraordinaire que tous les autres exemples. C'est aux États-Unis, à Minneapolis, dans un quartier déshérité qui s'appelle Philips. Ça n'a rien à voir avec l'entreprise Philips. Il y a à peu près, dans les années 70, la county, la municipalité,
qui veut utiliser un terrain de 5 hectares, 5 à 10 hectares, je ne me souviens plus exactement, pour installer une entreprise de transit des déchets. Et ça se passe dans un quartier qui est traversé par les fumées d'usines, qui est traversé par les autoroutes, et dans un quartier dans lequel on trouve des populations très déshéritées, des portoricains, des cubains, des blacks, etc., etc. Puis il y a une femme dans ce milieu qui s'appelle Annette Young et qui dit ras-le-bol, tout me tombe sur la tête, je vais aller voir la municipalité pour savoir exactement qu'est-ce qu'il va y avoir comme déchets. Et puis elle découvre que plus de 50% des déchets qui vont être entreposés sont des déchets du bâtiment. Et cette femme, Black, connaît très bien les hommes du quartier. Elle sait que ces hommes du quartier, pour pouvoir survivre, eh bien, dès qu'il y a une maison qui est en train d'être démolie, ils arrivent le matin, ils prennent les fenêtres, les éviers, les lavabos, les tuiles, les poutres, etc. et ils construisent leur propre maison. À l'époque, c'est Bill Clinton qui est au gouvernement, et cette femme a l'idée de prendre contact avec des universitaires, des chercheurs. Il y a une université à Minneapolis qui travaille sur l'environnement, il y a des étudiants, etc. Et puis de former une association qui s'appelle le Green Institute. Et cette association va voir Bill Clinton qui met en place les programmes sociaux et dit c'est pas la peine de donner de l'argent directement à ces populations parce qu'avec cet argent, ils vont fumer, ils vont boire, ils vont peut-être se droguer, etc. Donnez-nous l'argent à nous et nous, on va créer des emplois avec cet argent. Et quel type d'emploi c'est très simple. Hein. Moi, je connais, dit-elle, les technologies qui permettent de construire du neuf avec du vieux. Ce que je vais faire sur ce terrain, c'est de construire un bâtiment écologiquement le plus performant du monde, je ne rentrerai pas dans les détails, mais vraiment, qui est donc fabriqué avec 90% de ressources locales et 79% de matériaux refabriqués. À l'intérieur, aujourd'hui, il y a des entreprises dites vertes, 18, qui ont participé d'ailleurs au financement avec des banques, avec des activistes, avec des innovateurs qui échangent des informations ou des déchets. Pour moi, cet exemple est extraordinaire parce qu'il montre quelle structure mentale on devrait se fabriquer pour répondre aux besoins de durabilité. Alors, là, je vais faire intervenir une idée extrêmement importante. Vous découvrez ici qu'il s'agit d'une volonté de protéger l'environnement, donc de réutiliser les déchets, mais aussi d'utiliser les savoir-faire locaux et les populations déshéritées. On associe la protection environnementale et la création d'emplois. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Toute tâche qui consiste à réfléchir sur la manière de réutiliser les déchets, et notamment d'étudier les composants biophysiques dans lesquels les déchets se trouvent, etc., sont très intensifs en emploi. Très intensifs en emploi. On peut donc faire un lien entre le social et l'environnement, à partir d'une stratégie qui consisterait à accroître les performances économiques, c'est-à-dire à réduire le coût des inputs, à réduire le coût de la réglementation environnementale, à réduire le coût du traitement des déchets en fabriquant les biens à partir des déchets. Et là, on fait un lien majeur. Alors, on peut se poser maintenant la question de savoir comment inciter, susciter les entreprises à mettre en place ces technologies, ce que j'appelle moi les technologies des éco-liaisons. Introduire des liaisons entre les entreprises de telle manière à ce que les déchets des unes soient les ressources des autres. Et plus largement, introduire des liaisons entre toutes les activités humaines, de telle manière à ce qu'une activité humaine qui produit des déchets donne lieu à une réutilisation de ces déchets dans le cadre d'une autre activité humaine. Et on se souvient
Au départ, j'avais indiqué que les rationalités de marché, qui reposent uniquement sur la rivalité, doivent introduire des stratégies de coopération aussi, pas simplement la concurrence. Il faut pouvoir associer la concurrence et la coopération, comme le fait par exemple l'Interfex. Je me souviens aussi vous avoir dit que les rationalités d'État ne sont pas non plus tout à fait compatibles avec les exigences de la durabilité. Alors, pour traduire ces deux réalités, je vais ouvrir une parenthèse à propos de Copenhague et de Cancun. On a parlé d'un échec à Copenhague sur les négociations climatiques, les négociations internationales. On a parlé d'un semi-échec pour Cancun. Avez-vous réfléchi sur la question de savoir quels étaient les acteurs qui ont discuté entre eux? Les États. Or, il me semble que pratiquement tous les observateurs n'ont pas porté attention à une conclusion extraordinaire de Cancun. Une convention cadre a été signée de telle manière à ce que les collectivités territoriales, exactement les collectivités régionales, participent bien en amont aux négociations climatiques internationales. Un acteur nouveau, et c'est pas rien, un acteur qui est central dans la mise en œuvre de la durabilité environnementale, puisque en Europe, 80% des investissements de la durabilité environnementale sont le fait des collectivités territoriales. Et si les collectivités territoriales ont leur mot à dire, elles auront leur mot à dire sur une deuxième décision qui a été prise à Cancun, c'est la mise en place de ce qu'on appelle les fonds verts, qui visent à aider les pays les plus pauvres à développer des projets permettant, des projets de développement permettant de s'adapter au changement climatique. 100 milliards d'euros par an d'ici 2020. Or, cette mise en place de principe de ces fonds verts n'ont pas été accompagnés par deux questions. Comment on finance ces fonds verts? Deux, sur quels critères on va prêter ou donner cet argent? Si les collectivités territoriales font 80% des investissements de la durabilité environnementale en Europe, elles ont un très grand mot à dire. Mais ce mot qu'elles ont à dire, avant que je parle donc des moyens de financement, ce n'est pas tant comment mettre en œuvre la durabilité locale, mais c'est comment mettre en œuvre la durabilité mondiale. L'acteur local va participer à la régulation, et de manière décentralisée donc, de l'économie mondiale. Ce n'est plus donc uniquement les États, et ce ne sera plus uniquement les marchés, ou les logiques de marché, qui vont décider de la manière dont le financement de la durabilité mondiale va se faire. Alors, j'ai oublié, mais je reviendrai après, c'est pas grave. Tous les chefs d'entreprise qui sont présents savent que lorsqu'ils ont à embaucher, ils doivent calculer et puis ils s'aperçoivent que les cotisations patronales sont assez lourdes. Peut-être que tout le monde ne le voit pas, mais j'ai fait exprès. En ce qui concerne le pays de l'OCDE, c'est la France. C'est en France que la part des cotisations patronales est la plus élevée. France. La durabilité doit faire les liens entre le social et l'environnemental. La durabilité qui repose sur la récupération des déchets est très intensive en emploi. En
coopération et en intelligence humaine. La première chose à faire, donc, c'est de créer les conditions qui permettent aux entreprises d'embaucher. Autrement dit, la première condition, c'est libérer l'emploi. Et libérer l'emploi, c'est défiscaliser. C'est-à-dire supprimer toute la partie ici en rouge. Ça vous surprend, hein? Je vais dire, mais dites-moi, cette part-là, elle sert à financer la protection sociale. Eh bien, il faut donc créer un prélèvement qui permet de compenser la suppression des cotisations patronales. C'est pas idiot, hein, ce que je raconte. Puisque il y a déjà des mesures, des petites mesures, mais sans stratégie d'ensemble qui sont prises. On permet, par exemple, à certaines entreprises de ne pas payer les cotisations patronales lorsque il s'agit d'heures supplémentaires. Oui, bon. Ou lorsqu'il s'agit d'un premier en emploi, jeune notamment. Donc, l'idée de défiscaliser l'emploi, c'est pas une idée idiote. En tout cas, c'est une idée extraordinaire pour mettre les chefs d'entreprise au pied du mur. Au pied du mur. C'est-à-dire, vous avez besoin de ressources grises, vous avez besoin de main-d'œuvre, vous avez les moyens. Par quoi compenser cette suppression des cotisations patronales? Je croyais qu'on cherchait à baisser les prix des biens durables, des biens non polluants. C'est ce que nous avons dit. Je pensais, et j'ai pensé, et tout le monde pense, qu'il faudrait libérer l'économie des biens polluants, c'est-à-dire des biens qui empoisonnent la nature et la santé humaine. Pour ce faire, donc, il faut pouvoir imaginer, non pas d'introduire des taxes qui frappent les consommateurs ou les ménages, ou qui frappent de manière inégale les entreprises qui sont sur le marché des droits à polluer et sur les entreprises qui ne sont pas sur ce marché des droits à polluer. Je vous rappelle que lors de la taxe carbone, certaines entreprises allaient payer 16 € la tonne, alors que d'autres qui sont sur le marché des droits à polluer n'allaient payer que 8 € la tonne. Parce que sur le marché des droits à polluer, la tonne de CO2, c'était 8 € à l'époque. Et encore mieux, c'est que les entreprises qui se trouvent sur le marché des droits à polluer sont les plus polluantes. Et qu'elles ne payent pas des quotas, qu'elles ne payent pas les quotas qu'on leur accorde. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bien. Si on introduit un éco-impôt sur ce que j'appelle les biens polluants, le capital polluant que je vais définir, alors on pourrait imaginer qu'une entreprise qui découvre que la main-d'œuvre c'est pas cher, alors pourquoi aller en Chine? Pourquoi se délocaliser en Chine? Deux, et que le capital polluant, je n'ai pas encore défini, est très cher, elle a tout intérêt à développer la recherche, à développer les technologies qui sont intensives en emploi et qui sont intensives en capital de polluant. Dans la mesure où le capital polluant devient plus cher, on conduit la société. Vous voyez, l'État, il a un rôle à jouer. Il ne peut pas le jouer au niveau de la politique budgétaire, il n'a plus de ressources. Il ne peut pas le jouer au niveau de la monnaie, c'est plus lui qui commande la monnaie. Il ne peut jouer que sur la fiscalité. Et pour pouvoir jouer sur la fiscalité en atteignant les objectifs sociaux et les objectifs environnementaux, il suffit donc de dire aux entreprises, je vous donne la possibilité de créer autant d'emplois que vous voulez, c'est pas cher. Avec cette économie, vous pouvez investir dans des technologies qui vous permettront de substituer, progressivement bien sûr, le capital polluant par du capital non polluant. Et donc les prix des biens non polluants baissent. Le chocolat à 28 € coûte moins cher. C'est ce que l'on cherche. Les prix des biens polluants augmentent, bien sûr, mais ils augmentent parce que le prix des biens non polluants baisse. Libre à l'entreprise de produire des biens polluants, mais elle doit payer un éco-impôt. Mais une entreprise, comme beaucoup d'entre vous, d'entreprises sont présentes, non seulement elles n'ont plus de cotisation patronale à payer, mais elles n'ont pas d'éco-impôt. L'argent frais peut leur permettre de grandir et de s'imposer sur le marché.
selon une éthique, puisque nous avons parlé de l'éthique comme condition de pertinence de la durabilité. Alors, qu'est-ce que le capital polluant? C'est un équipement qui est fabriqué par des prélèvements nouveaux sur la nature, puisque nous avons dit qu'il faut réduire les prélèvements sur la nature. C'est aussi un équipement qui produit des biens dont les déchets ne sont pas récupérables, puisqu'il faut réutiliser les déchets. Il faut inciter les chercheurs, les intelligences à trouver, comme cet artiste, des idées, ou comme interface, des idées extraordinaires. C'est aussi un équipement qui produit des biens dont les composants toxiques, s'ils existent, ne sont pas confinés en milieu étanche. On a la définition ici de ce qui pourrait être éco-imposé. Pour simplifier, on peut dire que si par exemple on veut travailler sur le plan de la lutte contre le changement climatique, un bien est polluant, par exemple, c'est un bien qui produit tant de CO2. Donc à l'entreprise, elle a l'argent de chercher la technologie qui lui permet de produire le moins de CO2 possible. Faites attention, ce que je raconte, n'ayez pas peur, c'est pas du jour au lendemain. On doit avertir, on doit prévoir, on doit faire ça de manière progressive, mais on connaît la route. Et ça me permet de vous dire que ce que je vous raconte, c'est pas du blabla, c'est pas du bavardage. On sait ce qu'il faut faire pour rendre la vie durable. On sait. C'est pas la peine de discuter 1000 années là-dessus. On sait qu'il y a plusieurs chemins. Nous savons aussi que tous les chemins mènent à Rome. Donc, le problème à régler, c'est de savoir où se trouve Rome. Eh bien, il y a du temps à passer pour savoir où se trouve Rome. Alors, Rome, vous savez, c'est cette histoire de bien collectif mondial. Il faut le protéger. Ce qui veut dire, puisque je parlais des collectivités locales, que les collectivités locales ne travaillent pas pour la durabilité locale, elles travaillent pour la durabilité mondiale. Et vous allez comprendre ça. La conséquence, c'est qu'il y a un troisième volet dans la politique fiscale. C'est la taxation des importations de biens non durables. Vous allez me dire que ça ne marche pas avec le GATT. Ça remet en cause le libre-échange. Pas du tout. Vous allez me dire c'est protectionnisme. Pas du tout. Nous avons dit qu'il y a un bien collectif mondial. Nous avons dit qu'elle doit être mise en œuvre localement. Mais que mise en œuvre localement, elle est mise en œuvre pour la durabilité mondiale. Une taxe sur les importations des biens non durables doit servir à financer un fonds mondial de la durabilité locale. Il ne s'agit pas donc de se servir des recettes de cette taxe pour développer le pays qui met en place cette taxe. Si ce pays met en place cette taxe, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour ce pays, c'est pour le monde entier. C'est une affaire planétaire. C'est pourquoi je vous disais dès le départ, s'il y a un bien collectif mondial, on doit accepter que les identités se décloisonnent. On doit accepter d'être citoyen local et d'être citoyen planétaire. Alors, c'est pas encore du blablabla. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous raconte, sans stratégie cohérente. Ouais, est-ce qu'il faut mettre une taxe? Non, c'est protectionniste. Disons, mais pas. Ah ouais, non. On est tous d'accord pour mettre en œuvre la durabilité. On est tous d'accord pour dire qu'il y a un bien mondial. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut synchroniser les développements. On est tous d'accord pour introduire de la coopération, même si on est en concurrence. On est tous d'accord pour dire qu'il faut coordonner les développements. Alors, cette taxe qu'un État, et la France peut très bien le faire, c'est pas le pays, je ne sais plus, de la culture et de l'histoire, je sais plus, des idées, des grandes idées et de la grande intelligence. La France peut le faire tout seul. Ça n'a aucune conséquence sur la compétitivité de l'économie française. Pourquoi ça n'a aucune conséquence? Parce que
lorsqu'on défiscalise l'emploi, c'est-à-dire lorsqu'on supprime les cotisations patronales, on réduit le coût de la main-d'œuvre. Et lorsqu'on utilise des déchets, on réduit le coût des inputs. Et en encourageant les entreprises, les innovateurs, les intelligences à investir dans les technologies mises en œuvre par cet artiste paraguayen, lorsqu'on les incite, les intelligences à investir dans ces technologies, on crée non pas le pessimisme, mais l'optimisme. On libère les énergies civiles, dont la logique n'est pas d'abord la rivalité, et qui n'est pas la hiérarchie, mais qui est de participer, de contribuer à la réalisation d'un projet qui concerne tout le monde et qui permet à tout le monde de vivre. Un dernier point. La fiscalité que je vous le modèle fiscal que je vous présente a eu des résonances, des échos. Mais a rencontré des obstacles. Vous imaginez les obstacles. Défiscalisation d'emploi, tout le monde est d'accord. Éco-imposition du capital polluant. Vous imaginez que les plus grosses entreprises qui ne peuvent pas, quoi qu'elles fassent, modifier leur technologie, ne sont pas d'accord. Or, quelles sont les entreprises, je ne vais pas les nommer, qui sont dérangées? Autrement dit, qui vont être très concurrencées. On n'est pas contre la concurrence. Ce sont les entreprises les plus polluantes. Ça peut être Lafarge. Ça peut être Total. Les entreprises les plus polluantes vont devoir changer leur activité. Changer même d'activité. On découvre aussi que si la taxation des importations sert à abonder le Fonds mondial de la durabilité locale, on donne enfin un sens et une direction au libre-échange. On ne peut plus être contre. En effet, le libre-échange sert à délivrer la planète tout entière, pas les Français ou les Américains, la planète tout entière de biens polluants. C'est intéressant. Il y a une éthique là-dedans. Ça vaut le coup de se battre pour ce libre-échange-là. Ce libre-échange, donc, a une conséquence pour nous. On consomme un produit français polluant. Je ne sais pas si c'est français, excusez-moi. Ou un produit allemand non polluant. C'est pas parce qu'il est français qu'il faut aller le chercher. Ce qu'on cherche, c'est à délivrer la planète des biens polluants. Donc c'est pas gênant pour moi d'acheter un produit allemand ou d'un produit chinois. On ne doit plus raisonner en termes de frontières nationales, d'économie nationale, mais de durabilité de l'économie mondiale. Et sur ce point, je préfère une entreprise allemande, chinoise, américaine, qui me libère des polluants, qui me libère des déchets, qu'une entreprise française qui fait exactement l'inverse. Est-ce que c'est clair? Alors, pour terminer, j'espère que ça va marcher. Une fois. Et rien n'arrive. Les industriels français ne sont pas les premiers en la matière. Bruno Mondroyant est gérant d'un supermarché en Alsace, à la frontière suisse-allemande. Plus qu'aux consommateurs, c'est à la grande distribution d'agir. Nous, en tant que commerçants, on a une action en fait de pushing vis-à-vis des industriels pour leur dire, attendez, dans d'autres pays, le tube de dentifrice, il se commercialise sans suremballage, ni de plastique, ni de carton. On a le tube en lui-même. Donc si je prends par exemple cet exemple, vous avez ici donc un produit qui est un dentifrice, un premier suremballage qui est du plastique, hop, un carton
qui est du marketing qui pourrait être évité, hop, et puis vous avez le tube. Donc en Suisse ou en Allemagne, je veux dire, ce produit, il est vendu tel quel. Donc vous voyez que là, on évite en fait du plastique et du carton, donc deux suremballages qui aujourd'hui pourraient être largement, je dirais, supprimés et permettraient de baisser le coût de revient du produit dès la fabrication, donc chez les... Ça a été coupé, mais c'est pas grave. Alors, c'est pour moi l'exemple même de la bêtise. Des emballages qui ne servent à rien, pourquoi ils ont été produits? Puisqu'on les jette. Un bien durable suppose que les déchets auxquels il donne lieu doivent servir à la fabrication du même bien ou d'un autre bien. En jetant ce papier et ce carton, 30% à peu près, selon certaines sources, ça peut être 20-30% de tout ce qu'on jette, là, ce qui a été jeté, part en Chine. Bien. La conclusion à laquelle je veux arriver est la suivante. Lorsqu'on parle de durabilité, il y a lieu de mettre en place les liens entre les différentes disciplines, entre les différents acteurs, entre les différents territoires, entre les différentes cultures. La question est de savoir quel lien. C'est sur ce point-là qu'il y a lieu de discuter. Tout à l'heure, j'ai utilisé l'image de tous les chemins mènent à Rome. Le problème est de savoir où se trouve Rome. Une fois qu'on tombe d'accord sur la question de savoir où se trouve Rome, chacun fait les choses à sa façon. Chacun le fait librement, sans avoir à être programmé, sans avoir à être contraint. L'important, c'est d'adhérer, de se reconnaître dans le projet, c'est-à-dire dans le Rome que nous voulons. Or, ce Rome-là se traduit localement par ce qu'on appelle un écosystème économique. Un écosystème économique, c'est un ensemble d'activités telles que les biens qui sont fabriqués et qui donnent lieu à des composants biophysiques qui ne servent pas directement à la consommation de ce bien, puissent resservir à d'autres activités. Ces autres activités doivent être des activités locales, en effet. Si on doit réutiliser les déchets pour fabriquer des biens, on offre un service. Ce n'est plus un produit. On offre un service total. C'est-à-dire un service qui, à la fois, répond aux besoins directs de consommation, mais aussi qui protège la santé, qui protège la nature. C'est vers cette direction que les entreprises devraient s'orienter, transformer le produit en service. Parmi les entreprises, les grandes entreprises qui ont compris cela, on trouve Interface, dont je vous ai parlé, et Xerox. Interface et Xerox louent les biens qu'elles fabriquent. Les moquettes d'Interface sont louées aux grandes communautés, hôpitaux, écoles, etc., etc. Pourquoi? Pour pouvoir être récupérées et resservir à la production de la moquette. Xerox loue aussi des photocopieurs. Pourquoi faire? Pour les reprendre et refabriquer des nouveaux photocopieurs. Dans les deux cas, ce qui importe aussi bien à l'entreprise qu'à celui qui utilise ce bien, c'est l'usage, la valeur d'utilisation du bien.
Que nous importe que le photocopieur nous appartienne ou pas, du moment qu'ils nous fournissent des photocopies. C'est cette direction qu'il y a lieu de prendre, et cette direction conduit à rapprocher les zones d'approvisionnement des zones de désapprovisionnement, c'est-à-dire les zones de fabrication des biens et les zones de récupération des déchets pour la refabrication des biens. C'est ce qu'on appelle un écosystème économique local. Les services ne sont pas stockables. Un écosystème économique local n'est pas un système fermé ou clos. C'est un système qui est ouvert au libre-échange, qui peut exporter et importer. Mais, les biens qui peuvent entrer dans cet écosystème économique local sont des biens dont les déchets peuvent être récupérables dans l'écosystème économique local. Ce qui revient aussi à dire que ce qu'on appelle un écosystème économique local ne correspond pas au territoire administratif ou au territoire politique. Les territoires qui doivent être locaux, qui doivent se construire, doivent se superposer avec la boucle écosystémique, c'est-à-dire la boucle de tout le cycle économique. Donc il y a une présentation assez exhaustive d'un nouveau modèle de croissance, mais qui est aussi un modèle de développement du service. Et produire du service, c'est-à-dire s'intéresser plus au service qu'au produit, c'est modifier totalement les rapports entre les individus. C'est modifier aussi l'image de l'entreprise. C'est intégrer dans l'entreprise ce qu'on appelle la responsabilité sociale ou sociétale. Et de manière libre. Voilà. Y a-t-il des questions, des critiques, des commentaires, des précisions ? Vous avez dit que les grandes entreprises devraient changer de métier. Oui. La barge qui fabrique du ciment et des autres matériaux, c'est important quand même d'avoir du ciment pour construire. Oui. Il y a d'autres matériaux sur lesquels il y a lieu de faire des recherches. Ce que je sais, et je vais vous donner mon expérience, c'est pas pour faire comme eux, hein. C'est penser à la structure mentale qui prévaut. J'ai été à Niamey il y a 5 ans. J'étais invité par le ministère de l'Environnement. J'étais invité dans le ministère. Il faisait très chaud, 45 degrés dehors. Dedans, c'est un bâtiment en ciment. Il fait très chaud dedans. Et les clims ne fonctionnaient pas. Bien, j'ai rien dit, je ne savais rien. Je suis parti ensuite chez les hôtes qui m'ont invité. C'était une maison en banco. Banco, c'est de l'argile avec des plantes séchées. Je suis rentré, il faisait toujours 45-48 degrés dehors, mais dedans, il faisait relativement bon. Bien, j'ai réfléchi. Et j'ai fait des petites recherches. Et j'ai appris que l'État avait imposé comme règlement la construction de tous les bâtiments publics, c'est écrit en dur. Dur égale ciment. Ce qui veut dire que le banco ne serait pas du dur. Or, en construisant des maisons en ciment, les bâtiments publics en ciment, ils ne produisent pas le ciment sur place, il faut l'importer. Cher. Et quand on construit en ciment, il faut des clims. Et quand il y a des clims, il faut que ça marche. Si ça ne marche pas, on a chaud. Et s'il y a un problème, allô, l'entreprise française, venez me réparer la clim. Ça coûte très cher. Or, quelle est la conséquence de ces bâtiments publics? Pas seulement économique, culturel.
c'est que les artisans qui construisaient des maisons en banco, ils n'ont plus de travail. Parce que, le ciment, c'est le progrès, c'est vachement bien. Moi, je veux construire aussi ma maison privée en ciment. Et alors, vous avez tout un processus de dévalorisation culturelle et des artisans qui ne peuvent plus construire du banco et qui se trouvent sans emploi. Et après, on se plaint qu'ils viennent chez nous. Parce qu'ils n'ont plus de travail là-bas. Dans le Maghreb, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu des trucs extraordinaires. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas produire du ciment. J'ai dit simplement qu'il y a d'autres matériaux qui peuvent être adaptés pour certains pays. Quand je vais au Brésil, je découvre par exemple dans les favelas, je travaille beaucoup au Brésil, il y a une quinzaine d'années, les favelas c'était avec des briques rouges, c'était joli, coloré, etc. Et puis, comme ils n'ont pas beaucoup de moyens et que leurs familles grandissent, ils font en sorte de laisser la place pour faire un deuxième étage. Et d'année en année, je m'aperçois que le deuxième étage est construit avec des trucs de ciment. Parce que le ciment, ça fait beau. Et je me souviens, votre question est extraordinaire, quand j'étais étudiant, et j'étais en 4e année de licence, je suivais un cours économie du développement. Et on me faisait faire des modèles pour savoir si un pays était développé ou pas développé. Et dans les modèles, on devait calculer les tonnages de ciment. Et on nous disait qu'un pays est développé si le tonnage de ciment par habitant est très élevé. Et je me suis retrouvé au Brésil, d'accord, quelques années après. Et je suis dans les rues de Rio. Et je marche sur les trottoirs et je découvre d'immenses poteaux de ciment qui ont pour objet de tirer les lignes électriques. Tous les 10 mètres. Très important. Je me rate et puis je me souviens de mon cours. C'est un pays développé. Alors, je m'aperçois aussi, en faisant des recherches, que ces poteaux en ciment étaient fabriqués lors de la dictature 1964-1984, et la dictature brésilienne. Et que faisaient les gouvernements brésiliens? Ils se disaient, pour avoir des sous, la Banque mondiale prête en fonction du tonnage de ciment. Donc dans chacun de mes projets, je vais mettre du ciment. Or, au Brésil, vous avez des matériaux extraordinaires. Vous pouvez utiliser le bois, hein. Chez nous aussi on utilise du bois. Bon, on peut aussi utiliser du métal. Ce que je veux vous dire, c'est pas qu'il faut supprimer le ciment et qu'il ne faut pas produire de ciment. Je dis qu'il n'y a pas que le ciment. Et que si on pense que ciment, on ne peut pas penser à d'autres matériaux. Et les matériaux existent. Et il n'y a pas non plus lieu de les imposer partout. Et si la construction en bois se développe, dans les pays du Nord, c'est pas pour rien, et en Allemagne. Alors, moi, je veux bien qu'une entreprise gagne des sous qu'elle veut, mais si ça empoisonne la nature et la santé, et qu'on nous dit, il n'y a que ça, et si c'est juste, bon, d'accord, mais si c'est pas juste, je vais vous dire, attention, ne nous racontez pas l'histoire qu'il faut que du ciment, et le ciment, et pour faire des chiffres d'affaires, mettre du ciment partout, et faire croire que partout, le ciment, c'est dur. Voilà. La même question aurait pu être posée pour Total. On sait que le pétrole va s'épuiser. On sait que Total devrait donc investir tout de suite dans d'autres types d'énergie. Pourquoi elle ne le fait pas? Voilà. Et là, elle ne serait pas éco-imposée, elle n'a pas de cotisation patronale. Elle n'a qu'à développer toute une partie d'activité qui serait autre chose que le pétrole. Pourquoi pas? Oui, 3-4 éoliennes, oui. Non, je rigole, je caricature, excusez-moi. C'est rien, c'est 0,9% de l'ensemble des investissements, mais il faudrait mettre une grosse partie d'investissement dans la recherche des énergies alternatives. Et là, elle aurait des sous, on lui donne des sous. Hein. Et c'est bien de lui donner des sous parce que ça permet justement aux jeunes dont on veut défendre la vie d'avoir moins à payer plus tard. Parce que plus on attend, plus évidemment ça va être cher. Alors pourquoi ne pas le faire maintenant? Et le marché lui-même ne peut pas le faire, et l'État, pour des raisons politiques et autres, ne peut pas le faire. Donc qui peut le faire? Nous, des innovateurs, des ingénieurs, et il y en a. Vous êtes satisfait par ma réponse?
D'autres commentaires critiques? Ça vous fait pas peur? Ça vous parle? Ah oui. En fait, la question se pose pour faire la liste de toutes les industries du coup et de leur transformation. Alors pas une totale, mais l'industrie, on arrête de faire des voitures. Ben, on arrête. Quel type de voiture serait durable? Quel type de véhicule individuel serait durable? Qu'en est-il du moteur? Voilà. Oui. Alors là c'est encore la même question. Quand on est j'ai fait des études donc, sur les déplacements automobiles aux États-Unis et au Canada. Les anglo-saxons ont une expression fantastique qui s'appelle l'effet take-back. Ils sont aperçus que plus on améliorait les performances environnementales des voitures, plus les automobilistes avaient envie de faire du kilomètre. Donc on gagne, on fait moins de CO2 à l'unité kilométrique, d'accord, mais comme on fait plus de kilomètres, ben, on n'a rien changé. Alors à quoi ça sert? Et tenez, encore un autre exemple. La réglementation sur l'air, les lois sur l'air. Là, on croit que la réglementation, ça résout les problèmes, mais non. Ça fait exactement le contraire. La loi sur l'air a imposé aux compagnies, aux sociétés automobiles de mettre le pot catalytique. Mais vous savez qu'un pot catalytique, c'est pas rien en recherche-développement. Il a fallu amortir le pot catalytique. Donc, en imposant cette réglementation qui était complètement à côté de la plaque, on a fait reculer l'échéance, on a différé le moment où l'industrie automobile investirait pour produire une autre voiture, parce qu'elles doivent amortir les investissements. Mais ça servait à quoi? C'est ce que les anglo-saxons appellent l'approche end of time, c'est qu'on résout le problème à l'arrivée, mais on ne le résout pas de manière préventive. Autre exemple, l'incinération. Ah, c'est chouette. Les gens là du film auquel j'ai contribué, au départ, ils sont venus me voir, ils me disent bon, l'incinération c'est pas mal, c'est une solution, mais attendez, c'est une perte de matière. Alors, on a besoin de cette matière en tant que déchet pour recréer d'autres ressources, pour créer de nouveaux biens. L'incinération, c'est pas une solution. Autre exemple, les fils des stations d'épuration, vous savez ce qu'on en fait? Les substances toxiques qui se trouvent dans les fils d'épuration ne disparaissent pas tout seuls. Alors, soit on incinère, soit on les met dans le sol, mais si on les incinère, ça part dans le ciel, hop, puis ça retombe quelque part, puis ça repollue l'eau. À quoi ça sert de payer des taxes de dépollution de l'eau si c'est pour repolluer l'eau? Et tout ça, c'est des systèmes end of pipe. La solution, on la connaît. C'est dès le départ développer les technologies préventives. Les technologies des écoliaisons dont je vous ai parlé, c'est des technologies préventives. Elles permettent de régler le problème en amont et d'éviter à nos enfants d'avoir des charges financières très. Et peut-être qu'ils ne les auront jamais, parce que s'ils continuent à consommer des biens polluants parce qu'ils sont un peu moins chers, ils vont être déjà empoisonnés. Donc, quelle automobile du futur? Déjà, s'il y a des responsables de collectivités locales, ils savent, il faudra dire la vérité un jour ou l'autre, pas de voiture dans la ville, puis c'est tout. C'est simple, il ne faut pas aller plus loin, on sait ce qu'il faut faire. On n'est pas là pour gagner des mandats, des élections, etc. On est là pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, et on sait ce qu'il faut faire. Donc, faisons-le. Ou alors, ceux qui veulent bavarder, bavardent ensemble. Donc, là encore, il ne s'agit pas d'interdire la voiture. Il s'agit de savoir à quel endroit il faut l'utiliser, avec quel moteur. Le moteur à explosion donc, est condamné, on le sait, donc on aurait pu investir dans les moteurs alternatifs il y a 30, 40 ans. Alors, cette histoire de pot catalytique, et puis il faut réduire le poids des matériaux de la voiture. C'était une idiotie. C'est-à-dire qu'on prolongeait la vie d'un mort. Et là, on continue. Voilà. Autre question. Personne n'a de commentaire à faire sur la proposition fiscale que j'ai présentée. Nous sommes deux à l'avoir travaillé en France, c'est Bernard Dupont et moi-même. Un économiste de l'Université de Lille et moi-même. Donc on a fait un modèle économétrique, on fait des articles dans les journaux d'ailleurs. Oui, justement, moi j'ai une question. Qui vous entend? Qui m'entend? Ceux qui ne veulent pas bavarder, ceux qui veulent agir. Vous, par exemple, parce qu'il y a de quoi faire.
voir quelles sont les coopérations qui peuvent s'établir entre les entreprises. Tenez, je vous donne un exemple. Je ne sais pas si ça concerne votre pôle technologique. À Halifax, au Canada, il y a le Burnside Park. C'est immense, c'est 1300 entreprises et 90% c'est des PME. Il y a une association d'entrepreneurs et de chercheurs et d'élus locaux qui étudie les manières qui sont possibles, les manières de coopération possibles entre les entreprises pour protéger l'environnement, pour créer des emplois. Voilà un exemple que je vous donne. Ils sont aperçus que beaucoup d'entreprises étaient livrées avec des palettes en bois. Et qu'une fois qu'ils étaient livrés, ils ne savaient pas quoi faire avec les palettes en bois. Idée, les palettes en bois de l'entreprise qui a été livrée vont servir à l'entreprise d'à côté qui, elle, livre d'autres entreprises. C'est des petites choses, mais qui sont extraordinaires. Vous imaginez les économies. Alors, il n'y a pas que cet exemple, hein, il y a d'autres exemples concernant les imprimantes. Bon, je ne pouvais pas vous parler de tous les exemples que je connais. La difficulté de développer les technologies des éco-liaisons, c'est pourquoi on a besoin de l'État, avec une fiscalité juste et efficiente. C'est qu'à partir du moment où vous délivrez la composition de vos déchets, vous livrez un secret commercial. Si on connaît la composition des déchets d'une entreprise, on sait comment elle fabrique le bien. C'est pour ça qu'il faut absolument une intervention juste et pas étranglante de l'État à partir d'une politique fiscale et de créer l'écosystème économique local. Comme les amis de Kalundborg ont su faire, bon, en petit, mais ils ont su faire, c'était des amis, ils avaient confiance. Autre question encore. Oui, certains économistes parlent de décroissance et donc des modèles fondés sur la décroissance. Moi, je vous ai entendu au début parler de croissance. Oui. Donc vous êtes dans un modèle de croissance infinie. Non, je ne me pose pas la question de savoir si c'est infini ou pas infini. D'abord, je me dis, je ne mobilise pas les gens en leur disant vous allez serrer votre ceinture. Et je ne peux pas mobiliser les gens lorsque les 2 tiers de l'humanité ne sont pas. Si les besoins des 2 tiers de l'humanité ne sont pas satisfaits. C'est une règle. Vous ne commencez pas à dire à quelqu'un qu'il est laid, qu'il n'est pas beau, qu'il faut qu'il se. Bon, vous ne pouvez pas commencer comme ça. Vous dites, voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour. Eh bien, déjà, il y a les déchets dont on ne se sert pas. Alors, déjà, c'est une première étape. Utilisons les déchets. Regardons quelle croissance on peut faire avec. Et après, merde, 20 ans, ça suffit pas. C'est un autre problème. Moi, je ne mobilise pas les gens, je ne parle pas aux gens en leur disant c'est déjà la catastrophe, on ne peut rien faire, donc on ne fait rien. Et ça sert. Les histoires de décroissance, ça sert aussi, pas volontairement, mais ça démobilise, quoi. Ça donne pas envie de se battre. Et puis ça met ces sujets-là entre des mains trop politiques, alors que c'est un sujet qui doit être traité et pris en main par tout le monde. Ça vous va comme réponse? Donc je ne parle pas de décroissance, mais comprenez que quand je parle de réduction des flux et des stocks de matière, de déchets, d'énergie, vous pourriez entendre décroissance. Mais ce dont il s'agit, là où il y a décroissance, c'est dans les prélèvements sur la nature. Oui, mais si on réduit les prélèvements sur la nature, on est assez intelligent pour trouver d'autres matériaux, d'autres. Il y a les matières renouvelables. Par exemple, le bois au lieu du ciment, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Ne serait-ce que même le plastique au Brésil, j'ai vu, et vous-même vous commencez à le voir, j'ai vu par exemple des sachets en plastique et des comment on appelle ça, pas des palettes, là où on met les viandes ou les barquettes faites à partir du manioc. C'est extraordinaire ça. Pourquoi on ne le ferait pas? À partir de la pomme de terre, c'est fait en Pologne. Des communautés territoriales
être, je dirais, plus vertueuses dans leur demande et dans leur volonté de faire du développement durable. On s'aperçoit concrètement, enfin, je prends l'exemple de cette région, que en fait, ces collectivités locales ont traité le problème des déchets en disant je vais générer du chauffage avec. C'est-à-dire je génère une compagnie de chauffage, comme ici. Donc moi, j'ai intérêt à brûler un maximum. Oui. Donc en fait, ils sont en train, au contraire, je dirais, de tuer une filière de voir le déchet étant la ressource d'entrée sur les industries. Et là, quand on veut toucher à ça, effectivement, on a des acteurs qui sont bien au-delà des collectivités locales. Vous les connaissez comme moi, ils sont dans l'eau, ils sont maintenant dans le déchet, ils sont voilà, sur lequel qui verrouille ce domaine. Moi, je ne suis pas tout à fait certaine. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous autorise à être très optimiste sur les collectivités territoriales qui donneraient un cahier des charges, je dirais. Parce que on peut mal faire, en croyant bien faire. On peut résoudre un problème sans s'apercevoir ou sans vouloir voir que ça crée d'autres problèmes. Mais au niveau d'une collectivité locale, la logique n'est pas la même. Elle n'est pas celle d'un État. Elle n'est pas non plus celle d'une entreprise. Donc, il y a prise. Je veux dire, il y a des espaces de liberté dans lesquels on peut discuter. Ça ne veut pas dire qu'on peut réussir à comprendre, mais on peut discuter. Et c'est plus facile pour des gens qui proposent des choses constructives, pas non, des choses constructives, de pouvoir prendre langue et proposer des solutions au niveau local. Mais je répète, pas pour le local, pour le mondial. C'est penser global, agir local. Ce qui change par mon discours, c'est que il s'agit pour l'acteur local de prendre conscience qu'il est l'acteur majeur de la régulation de la durabilité mondiale. Et ça, c'est pas encore développé. Mais quand on sort de Cancun et qu'on voit cette convention cadre dont j'ai parlé, et quand les collectivités locales savent qu'elles font 80% des investissements de la durabilité environnementale, il y a de quoi. Voilà. La prise est plus facile. Vous ne pouvez pas, vous, moi, grenoblois ou parisien, aller à Cancun. Là, je vais passer. Par contre, la proximité, c'est vraiment important. Donc, j'ai discuté avec Jacques Santini, qui dit exactement ce que vous dites. Il est très conscient. C'est dans le film, mais bon, j'ai pas pu prendre tous les extraits du film. Il dit ouais, je sais, pour rentabiliser les incinérateurs, j'ai besoin de plus en plus. On le sait. Mais il est conscient aussi que ça n'a pas duré. On a de quoi avancer. La politique fiscale que je vous ai présentée ne vous a pas heurté, troublé. Je dirais une proposition de MEDEF. Défiscaliser, c'est le rêve de tout patron. Oui, alors cela montre bien que le discours de la durabilité n'appartient à personne. Il appartient à tout le monde. Je veux dire, défiscaliser l'emploi, bravo pour le MEDEF. Mais éco-imposer les équipements qui produisent des biens dont les déchets ne sont pas récupérables, dont les substances toxiques se promènent après, etc., c'est aussi bien. Et tout le monde est content dans l'objectif qui est commun, libérer la planète des biens polluants. Or, il faut de l'emploi. Et pour créer de l'emploi, il faut aider les entreprises à créer ces emplois. Et je suis sûr que cet artiste paraguayen trouvera enfin un emploi, parce que le pauvre, il travaille très dur, il est tout seul, pour faire vivre une famille de 8 à 9 personnes. Voilà. Ça vous convient comme réponse? Ce que disait Mehdi, il disait si dans une négociation sur les 4 points, les cotaxes, sur les biens polluants, ce qu'on retiendra dans une négociation maintenant avec l'État, on retiendra la défiscalisation, puis le reste, on défiscalisera, mais... Sauf que personne ne pourra le faire tant qu'ils ne trouveront pas un prélèvement compensateur, puisque ça finance la protection sociale.
Donc, si on vient me voir, on me dit « Ouais, je suis pour la... » Bravo, je suis d'accord, on le fait. Mais attention, pourquoi faire? Si tu te sers de ces sous pour développer des technologies durables, tu peux partir l'âme tranquille. Si c'est pour produire des technologies qui nuisent à ma santé, il faudra que tu payes. Oui. Par rapport à la défiscalisation qu'on voit, j'ai une question. Une bonne partie de l'ensemble de votre raisonnement repose sur l'idée du recyclage des déchets. Récupération et réutilisation des déchets. Voilà. Or, une bonne partie de l'économie ne repose pas sur la transformation de matières premières en objets raffinés. Qu'est-ce qu'on fait des emplois, par exemple du tertiaire, qui ne consistent pas à transformer de la matière? Est-ce qu'on les défiscalise aussi? Est-ce que le problème ne devient pas plus complexe à partir du moment où on ne peut pas appliquer peut-être la même fiscalité à ces emplois par rapport à des emplois de l'économie? Là, on rentre dans les modalités techniques. Le principe est d'éco-imposer les activités qui fabriquent des biens polluants, au sens où je l'ai défini. Maintenant, il faut rentrer dans les détails. Il faut voir de quel polluant il s'agit. Est-ce que vous croyez, défiscaliser, ça veut dire un peu mettre en place des mécanismes qui sont justes, applicables à tout le monde? C'est un principe équitable qui consiste en fait, vous l'avez, j'ai pas dit le mot, mais j'aurais voulu que quelqu'un le dise, à rendre informelle l'économie tout entière. Plus de marché noir, plus d'économie clandestine, plus d'économie informelle. C'est extraordinaire ça. Vous vous rendez compte de l'argent qu'on va gagner? La société va gagner plein d'argent. Pas autant que les montants des cotisations patronales supprimées, mais on gagne plein d'argent. Moins de contrôle fiscal et machin et trucs. Mais vous vous rendez compte le temps qu'on gagne? Pensez-y. Ah, pardon? Alors, ça c'est... Je suis content que vous faites cette remarque. Non, mais vous défiscalisez en partie. On sait bien que dans les charges, dans les charges des entreprises en général, on cumule les charges salariales et patronales, comme ça c'est un petit problème. D'autre part, vous déstabilisez un système qui marche mal mais qui marche par un autre système où vous n'êtes absolument pas sûr qu'il va fonctionner. Donc c'est un risque social à ne pas prendre selon moi. Alors, je suis très content de votre intervention. Parce que oui, mais en plus c'est juste, il faut en tenir compte. J'ai bien pris soin de dire que ce sont les directions qui sont à prendre. Et on ne peut faire quelque chose, atteindre un objectif, que si on connaît les directions à prendre. Ça ne veut pas dire que cette direction est à mettre en œuvre demain. Cette direction doit être mise en œuvre de manière progressive et dans le cadre d'une stratégie globale. Ce qui est sûr, et vous êtes d'accord avec moi, il faut libérer l'emploi. Bon, or, pour libérer l'emploi, il faut réduire les charges qui pèsent sur les entreprises. Vous êtes d'accord avec moi? Quelles sont les charges qui peuvent être réduites? Si ce n'est que je parle bien des cotisations patronales, pas les cotisations salariales. Hein. Bon, oui, bien sûr. Parce que c'est l'entreprise qui compense pour le percepteur. Exactement. Alors qu'en Allemagne ou dans les pays du Nord, il y a prélèvement à la source. Exactement. Donc, il faut aller plus loin sur les modalités de la mise en application de cette direction. Mais vous êtes d'accord avec moi, et tout le monde doit bien en prendre conscience, il n'y a pas d'autre solution pour libérer l'emploi que de libérer l'entreprise des charges, des trop lourdes charges qui pèsent sur elle. Les seules charges sur lesquelles on peut agir... Oui, pardon. Il y a un autre problème, c'est qu'actuellement la péréquation par rapport à la Sécu et aux retraites est en temps réel. Oui. On est tous ingénieurs, on sait très bien que le temps réel, quand il est bien conduit, évite les oscillations. Si vous faites un système sans création immédiate, ce qui va arriver automatiquement, premièrement, il est difficile de revenir en arrière. Supprimer une taxe, c'est presque impossible de revenir en arrière quelques années après si ça a été supprimé. Et deuxièmement, avec le temps de retard, vous créez forcément des oscillations de l'économie. Bon. Et cette fois-ci au niveau des charges fiscales. Sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec vous, et c'est encore intéressant que vous ayez apporté cet exemple critique. Imaginons, pour simplifier, que l'on choisisse la
quantité de CO2 émise par... Ah ben oui, on peut commencer par ça. On voulait inventer une taxe carbone, on a inventé le marché des droits pollués. On peut très bien inventer ce qu'on appellera l'éco-impôt, parce que c'est à la source, pour les entreprises qui dépassent un certain seuil d'émissions de CO2 dans le plan de la fabrique. On peut commencer comme ça. Si on veut, on peut. Il faut simplement dire vers où on veut se diriger et puis aller doucement, doucement. J'ai une remarque que personne n'a faite. Je vais faire. Oui. Supposons que le système fonctionne dans 20 ans, 30 ans, etc. Ben, une fois que les biens polluants auront disparu, il n'y aura plus d'éco-impôt. Comment on fait pour financer les prélèvements sociaux, la protection sociale? C'est une question qui est revenue souvent lors des débats. Et là encore, c'est intéressant, la remarque que je vous rapporte, qui m'a été faite, parce que on voit très bien comment, pour rentrer dans l'ère de la durabilité, il faut en finir avec les moules et les normes de l'économie classique. En effet, une fois libérés des biens polluants, la santé se portera mieux, n'est-ce pas? Le traitement des pollutions environnementales fera très peu, aura des conséquences financières très négligeables. Et l'emploi, on sera au niveau du plein emploi. Je veux dire par là que on pourra à ce moment-là penser à un autre prélèvement, mais en fonction des objectifs, de la situation concrète, etc., etc. Un autre prélèvement qui permettra de se substituer à l'éco-impôt. Sauf que ce nouveau prélèvement se fera dans une conjoncture économique totalement différente. Plein emploi et puis santé de l'homme et de la nature en bien meilleur état. Pourquoi j'ai besoin de parler de cet exemple-là? Parce que jusqu'à maintenant, l'économie classique, quelles que soient ses variantes, nous ont fait croire qu'il y avait des lois, des règles à suivre, à respecter de manière mécanique. Or, dans la durabilité, nous avons besoin de nous adapter à des contextes qui sont incertains, à des contextes qui sont même instables. Par là même, on doit nous-mêmes adopter des politiques économiques qui s'adaptent aux situations elles-mêmes incertaines. Ça s'appelle la gestion globale du risque, mais c'est un tout autre sujet. Voilà. Bien, un grand merci à Léo Dayan, c'était très très intéressant, passionnant, ça culture vraiment en beauté notre symposium et surtout ça s'inscrit bien dans les réflexions qui nous Vallée mène depuis, j'allais dire, de nombreuses années. Nous croyons tous en un monde nouveau et nous sommes même persuadés que nous devrons passer par là, nous devons concilier compétitivité économique mais également épanouissement de l'homme, de l'individu. Nous devons respecter la planète tout en continuant à développer l'industrie et l'économie. C'est donc effectivement un changement de comportement, c'est de la créativité, c'est de l'innovation et c'est tout à fait nos objectifs. C'est ce que nous avons en tous les cas essayé de faire dans l'organisation de cet événement. J'espère que ces 2 jours ont répondu à vos attentes, vous ont enrichi, et je ne parle pas financièrement cette fois, mais au niveau de l'intelligence, et puis surtout vous ont permis de créer des liens très importants, et que je vous conseille d'ailleurs de continuer et de faire perdurer en faisant des échanges sur le web, puisque nous avons donc initié je dirais ce domaine informatique, logiciel, développement durable, avec plein de partenaires que je continue à remercier encore une fois. J'aimerais également remercier tous les acteurs
qui ont contribué à l'existence de cet événement. Et puis encore, eh bien, merci à Léo Daillon qui nous a donné plein d'idées. Merci Anne, je serai très très bref, parce qu'il y a un cocktail qui nous attend après. Je souhaite simplement vous remercier tous pour le succès de cet événement qui positionne l'Isère, Grenoble et Innovalet durablement, je pense, sur toutes les thématiques Green IT et usage. Rien que pour ça, je voudrais vous remercier. Et j'aimerais faire un remerciement très spécial à Claire et à son petit Néov pour le travail fourni. Et je voudrais avoir une pensée très spéciale aussi pour Annie-Sophie, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, malheureusement. Voilà, je voudrais laisser la parole à notre collègue américain pour qu'il puisse clôturer ce symposium. Merci à Chéri de nous rejoindre. Thank you. I think the symposium organizers must have a really good sense of humor to have me follow that act. So I'll keep this really brief. I was asked to just provide a couple of thoughts about what my impressions were about this event and also what led to my being here. So I'll start with the second one first. This actually was started, I should say, almost 2 years ago. There was really an event in Colorado that got kicked off called the Colorado Rhone Alps Economic Development something. I forgot the full name of that, but CORA. So CORA was actually a part of the French-American Chamber of Commerce, and they were trying to bridge the two areas together. There were a number of people in Colorado with connections back to France that worked here and returned, or different things like that. So they contacted me and asked if I'd be interested in being part of that. And I was thinking, well, I don't know much about France. I know even less about the Rhone Alps area. That sounds like a great idea. So I signed up. And I visited about a year ago. I was here, visited with a number of companies. And because it is around economic development, I thought that was a fantastic opportunity. And came away with a couple of major realizations. One was that there's a number of commonalities between the two areas. First, I think the most spectacular one are the mountains. You have the Rocky Mountains here. Everywhere you look, you're surrounded by mountains. In Colorado, you look at the mountains and that's west. That's a big difference. But there's a lot of similarity there. University towns, technology-based businesses. So there was a lot of synergies on that front. And also, I found out that there were a number of companies that were in common. Schneider Electric, HP is a big employer in Fort Collins. So a number of commonalities there as well. So the interest to actually connect the two regions actually grew fairly quickly and actually resulted in, just a little while ago, in Tenedis, the business development organization here, signing up with something called the International Clean Tech Network. This International Clean Tech Network was started by the Colorado Clean Energy Cluster and the Copenhagen Clean Tech Network, and now has about 12 regions actually signed up as part of that. And I think their next meeting is actually in nearby here. It's in Bilbao, Spain. Unfortunately, I'm not going to be able to be there for that. But the regions that are coming together are very, very phenomenal. They have what we in our cluster call the triple helix. Essentially, the public sector, the private sector, and academia essentially coming together around innovation. And it turns out that it's also around the clean tech area where most of the concentration is. So the fit was actually quite good, and when I was invited to come back here to actually attend this conference, I was actually delighted to be here. So that sort of brings me back to one of the major differences that I noticed during this event, and I'll put it this way: this was a fantastic event on innovation, and I think there were a lot of very innovative topics and quite informative. But we ended up with a fantastic art show,
and of course a keynote speaker talking about the social aspects of technology, globalization, and really made us all think. If the same event on innovation had been in the United States, I'd guess that the keynote speaker would have been a venture capitalist, and the comic relief would actually have been an investment banker. So I actually learned, just one last point, in the sessions that I attended, one of the very thoughtful ones, or at least made me think, was really when you talk about clean tech and the things that this industry could do in the area of sustainability. The conversations were around, I'm probably oversimplifying this, but if you can be more efficient about how the cycles on a microchip is actually being used, what are the implications through its entire life cycle? So from the minerals that go into the computer all the way to its use and the efficiency of software and code and whatnot. And I thought, wow, that was a perspective I hadn't heard at any of the clean tech conferences in the US. So I think there's a very a deep sense of how all of these integrative technologies come together. And for me personally, that was very, very insightful to actually have such a deeper perspective on clean tech. So with that, actually, I'll close. But I do want to make a connection back to something the keynote speaker said. He actually mentioned Kalundborg, this municipality in Denmark, and as a coincidence, we are actually working with the municipality of Kalundborg, and they are very interested in extending this industrial symbiosis model, and they now have a new project called Smart City Kalundborg to extend this notion of the synergy between the industries that they developed over 30 or 40 years on the waste streams and the raw materials between the industries, now extending that to a number of energy-related initiatives to actually do that. So we're actually working with that, and hopefully that will be another phenomenal project that they managed to do. So I look forward to being back here, hopefully collaborating on projects here, and I'll close with an invitation to all of you to visit Colorado and see what's going on there as well. Thank you all. J'appuie sur stop.